c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Dans la mémoire de millions de Français, Anne Sylvestre est indissociable de l'enfance. Sa voix douce résonnait dans les écoles maternelles, dans les salons familiaux et lors des longs trajets en voiture pendant les vacances d'été. Les chansons des fabulettes ont bercé, rassuré et accompagné plusieurs générations d'enfants. Pour le public, Anne Sylvestre incarnait la sécurité, la bienveillance et un monde simple, sans danger, où tout semblait à sa place. Mais cette image parfaite a longtemps masqué une autre réalité, beaucoup plus complexe et douloureuse. Anne Sylvestre n'a jamais été seulement une autrice de chansons pour enfants. Derrière la voix apaisante et le sourire calme se trouvait une femme marquée par des blessures profondes, une artiste enfermée dans son propre succès et une personne qui a vécu pendant des décennies dans un profond malentendu. Avant la fin de sa vie, Anne Sylvestre a décidé de ne plus se taire. Et lorsqu'elle a parlé, ses paroles ont obligé la société à reconsidérer l'image qu'elle avait construite d'elle. Pendant longtemps, le public a aimé Anne Sylvestre pour ce qu'elle représentait pour l'enfance. Mais il a rarement écouté ce qu'elle avait à dire en tant que femme adulte. Peu de gens savaient qu'en parallèle de ses chansons pour enfants, elle écrivait aussi pour les adultes. Dans ses chansons, elle parlait d'amour imparfait, de fatigue, de colère, du corps des femmes et des injustices silencieuses de la société. C'était une autre Anne Sylvestre qui ne cherchait pas à rassurer, mais à faire réfléchir. Le silence autour de cette part de sa vie n'était pas un hasard. Il résultait d'un accord tacite entre l'artiste et la société. Tant qu'Anne Sylvestre restait dans le rôle rassurant de la chanteuse pour enfants, elle était aimée et protégée. Mais dès qu'elle s'en écartait, elle devenait dérangeante. Ainsi, tandis que les fabulettes résonnaient partout, sa véritable voix a été reléguée dans l'ombre. Anne Sylvestre a grandi dans une France d'après-guerre encore marquée par les fractures du passé. Son enfance n'a pas été protégée par une insouciance totale, mais par des silences lourds et des vérités que l'on évitait de nommer. Très tôt, elle a compris que certaines choses existaient, mais qu'elles n'étaient pas toujours acceptées lorsqu'on les disait à voix haute. L'ombre la plus lourde de cette enfance était liée à son père, Albert Seide. Il avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été condamné à la prison après la libération. Dans la société française de l'époque, ce passé représentait une charge morale immense. Anne Sylvestre n'était pas responsable des actes de son père, mais elle a dû grandir avec un sentiment de honte et de malaise qui ne lui appartenait pas. Cette douleur restait discrète, mais constante. Ce contexte familial a profondément façonné son caractère. Anne a appris à observer plus qu'à parler, à réfléchir plus qu'à s'imposer. Elle a compris très tôt que le monde ne fonctionnait pas selon des frontières simples entre le bien et le mal. Le doute est devenu chez elle un réflexe naturel, non par manque de conviction, mais parce qu'elle avait vu combien de vérités pouvaient être cachées derrière le silence. La musique est alors devenue un refuge, pas pour fuir la réalité, mais pour mettre de l'ordre dans des émotions complexes. De cette enfance marquée par le non-dit est née une voix artistique singulière, une voix qui ne cherchait pas la certitude, mais qui posait sans cesse des questions sur la responsabilité, la vérité et la justice. En entrant dans l'âge adulte, Anne Sylvestre ne cherche pas les grandes scènes, ni le chemin le plus rapide vers la célébrité. Elle s'installe dans les cabarets parisiens, ces lieux intimes et enfumés où la chanson est aussi une prise de parole. Là-bas, il ne suffit pas de bien chanter. Il faut avoir quelque chose à dire. Pour Anne, cet univers correspond parfaitement à son tempérament et à son besoin d'expression. Sur les scènes de la rive gauche, elle apparaît avec sa guitare et des chansons qu'elle a écrites elle-même. Elle ne mise ni sur le spectaculaire, ni sur une image provocante. Sa force se trouve dans les mots. Ses premières chansons parlent de solitude, de fatigue, de doute et de la difficulté de trouver sa place.
À une époque où beaucoup de chanteuses sont encouragées à rester dans des thèmes romantiques et convenus, Anne choisit une autre voie. Cela attire l'attention, mais rend aussi son classement difficile. Les critiques reconnaissent rapidement son talent d'autrice. Ils saluent la précision de son écriture et la finesse de son regard. Mais cette reconnaissance s'accompagne souvent de comparaisons. Anne Sylvestre est fréquemment décrite comme une version féminine de Georges Brassens. Ce qualificatif, présenté comme un compliment, révèle déjà une limite. Il réduit son identité artistique à une référence masculine acceptée. Anne perçoit très tôt cette ambiguïté. Elle comprend qu'elle est reconnue, mais sous condition. Elle ne proteste pas publiquement. Elle continue d'écrire avec plus d'exigence et de sincérité. Dans les cabarets, elle apprend aussi que le public écoute avec ses attentes. Lorsqu'une chanson met en lumière une fragilité trop proche, le silence remplace parfois les applaudissements. C'est dans ce contexte qu'Anne commence à chercher un espace plus léger, sans imaginer que ce choix ouvrira la porte à un succès immense. La naissance des Fabulettes propulse Anne Sylvestre vers une place unique dans la culture française. Au départ, ses chansons pour enfants ne sont qu'un espace parallèle, plus léger, à côté de son travail pour les adultes. Très vite, pourtant, elles dépassent le cadre de l'essai et deviennent un phénomène national. On les écoute à la maison, à l'école, à la télévision. Elles s'installent durablement dans le quotidien des familles. Le succès est rapide et profond. Anne Sylvestre gagne une confiance presque totale du public. Elle incarne une figure rassurante, intelligente et respectée. Dans une société en mutation, elle représente un repère stable, une voix qui parle aux enfants sans les infantiliser. Cette image lui apporte une reconnaissance immense et une sécurité rare dans le métier. Mais cette reconnaissance a un prix. À partir du moment où les Fabulettes deviennent une référence nationale, l'image d'Anne Sylvestre se fige. Le public l'aime, mais surtout pour ce rôle précis. On attend d'elle qu'elle reste douce, accessible et sans aspérité. Son identité artistique se retrouve peu à peu réduite à cette seule facette. Pendant ce temps, ses chansons pour adultes continuent d'exister, mais elles sont reléguées à l'arrière-plan. Chaque tentative pour leur donner plus de visibilité se heurte à une indifférence polie. Il n'y a pas d'interdiction, seulement un manque d'espace. L'industrie culturelle préfère la sécurité à la complexité. C'est ainsi que se forme la cage dorée. Elle n'est pas faite de contraintes explicites, mais d'attentes et d'applaudissements. Les Fabulettes offrent à Anne Sylvestre la notoriété, tout en masquant peu à peu sa voix la plus personnelle. Alors que les Fabulettes continuent de vivre dans la mémoire collective, Anne Sylvestre n'abandonne jamais ses chansons pour adultes. C'est dans cet espace qu'elle s'exprime avec le plus de liberté. Ses chansons ne cherchent pas à rassurer. Elles mettent en lumière les fragilités humaines et les contradictions de la société. Parmi elles, Les gens qui doutent devient l'une de ses œuvres les plus fortes. La tonalité est très différente de celle des chansons pour enfants. Le rythme est plus lent, la voix plus posée, les mots plus directs. Anne Sylvestre ne célèbre pas les vainqueurs ni les certitudes. Elle rend hommage à celles et ceux qui hésitent, qui se remettent en question, qui ont peur de blesser les autres dans un monde trop sûr de lui. Cette chanson parle de modestie, d'humanité et de vulnérabilité. Mais cette sincérité rend sa musique moins confortable pour le grand public. Les chansons comme « Les gens qui doutent » demandent de l'attention et du temps. Elles obligent à réfléchir, à se reconnaître dans des failles que l'on préfère souvent ignorer. Elles sont saluées par une partie de la critique, mais restent en marge des grandes scènes et des médias dominants. Anne Sylvestre en est consciente. Elle sait que cette parole ne correspond pas à l'image rassurante que le public attend d'elle. Pourtant, elle continue. Elle accepte d'être moins visible pour rester fidèle à ce qu'elle est. Peu à peu, un décalage s'installe entre l'artiste qu'elle est devenue et le rôle que la société lui attribue. Ce décalage ne fait que grandir avec le temps.
Derrière les choix artistiques d'Anne Sylvestre se cache une ombre persistante, liée à l'histoire de son père. Albert Seid, son père, a collaboré avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été condamné à la prison après la libération. Dans la France d'après-guerre, ce passé n'était pas un simple détail biographique. Il représentait une lourde charge morale, difficile à porter pour toute une famille. Anne Sylvestre a grandi avec cette réalité, sans en être responsable, mais sans pouvoir s'en détacher. Elle a dû vivre avec un sentiment de honte et de malaise qui ne lui appartenait pas vraiment. Ce poids n'était pas exprimé ouvertement, mais il était toujours présent. Il influençait sa manière de regarder le monde et de comprendre les autres. Très tôt, Anne a compris que l'histoire n'était jamais simple. Elle a vu comment le silence pouvait servir à éviter les questions difficiles, mais aussi comment il pouvait prolonger la douleur. Pour elle, se taire n'était pas une solution. Le silence ne faisait que déplacer la responsabilité d'une génération à l'autre. La chanson « La faute à qui » est le lieu où Anne Sylvestre affronte directement cette histoire. Elle n'y cherche ni excuse, ni justification. Elle pose une question essentielle. Qui doit porter le poids des erreurs du passé ? À travers cette chanson, elle invite à réfléchir sur la mémoire collective et sur la transmission de la culpabilité. Ce rapport intime à l'histoire explique en grande partie son besoin de vérité. Anne Sylvestre n'a jamais cru au récit trop simple. Sa musique devient alors un espace de dialogue où elle tente de comprendre, sans juger, mais sans détourner le regard. Dans les dernières années de sa vie, Anne Sylvestre a choisi de ne plus se taire. À un moment où elle n'avait plus rien à prouver, elle a commencé à parler avec une liberté nouvelle. Sur scène et dans de rares entretiens, elle ne revenait pas sur le succès des fabulettes. Elle parlait plutôt de ce qui avait été étouffé, des voix féminines jugées dérangeantes et du prix à payer lorsqu'une artiste est enfermée dans une image rassurante. Ce moment a eu valeur de libération, pas seulement pour Anne Sylvestre, mais aussi pour celles et ceux qui l'écoutaient enfin autrement. Une génération plus jeune a découvert une femme en avance sur son temps. Les thèmes qu'elle abordait depuis des décennies, comme le doute, la responsabilité et la fragilité humaine, trouvaient enfin un écho dans une société devenue plus attentive. L'héritage d'Anne Sylvestre ne se mesure pas au nombre de chansons pour enfants, ni à la popularité des fabulettes. Il se trouve dans les questions qu'elle laisse derrière elle. Aimons-nous les artistes parce qu'ils nous rassurent ou parce qu'ils nous obligent à penser ? Combien de voix ont été ignorées simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image attendue ? Anne Sylvestre est partie, mais le silence n'est plus intact. Sa musique continue de rappeler que la douceur n'est pas une soumission et que le doute n'est pas une faiblesse. C'est peu être là son héritage le plus précieux. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies derrière les apparences, d'autres artistes incompris et les zones d'ombre du monde culturel, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains documentaires.